Coucou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires, mais pas n'importe lesquelles. Des histoires de personnes qui ont réussi dans la vie, et toutes les mystérieuses techniques qu'ils ont utilisées. Bon, et là vous vous posez 2 questions. Qu'est-ce que c'est réussir dans la vie? Et est-ce que j'ai réussi dans la vie? Bon, après frérot, j'avoue que si tu t'appelles Titouan et que t'es en 6ème C, ça va être compliqué pour toi de te poser la question. Je parle plutôt au plus grand, quoi. Plus grand que moi-même, voilà. On va dire ça. Tout d'abord, pour répondre à la première question, en fait, le concept de réussir dans la vie, c'est propre à chacun. Si t'as la situation que tu veux depuis toujours et que t'es heureux ou heureuse, t'as réussi dans la vie, hein. Je trouve ça vraiment ultra intéressant de dire ça parce qu'il y en a toujours qui ont le cliché que réussir dans la vie, c'est avoir plein d'argent, une grosse baraque, une grosse bagnole. Si tu veux faire de l'argent, c'est réussir ta vie. Mais si tu veux pas en faire, si ton but premier c'est, je sais pas, de faire de la médecine, l'argent c'est un plus, mais ce que tu veux vraiment, c'est faire ce que t'aimes. Faut donc savoir que les 3 histoires que je vais te raconter sont des histoires totalement réelles de personnes qui ont fait ce dont elles rêvaient. Bon, après j'avoue que c'est des rêves un peu atypiques, mais ça se trouve que tu trouveras ta vocation derrière cette vidéo, je sais pas. Toutes les histoires racontent quelque chose de totalement différent, j'ai essayé vraiment de prendre une grande diversité. Par exemple, il y a une des histoires qui parle de quelqu'un qui a très bien réussi la partie financière de la chose, et tout ça en plus sans diplôme. Je pense que comme ça parle d'argent, ça va être l'histoire qui va t'intéresser le plus. Donc voilà, si tu veux la regarder, c'est une des 3 histoires. J'en dis pas plus, on passe à la première histoire. Alors pour commencer, je vais te parler de quelqu'un qui a réussi très tard, mais vraiment très tard. Car sa première grande réussite, ça a été à ses 65 ans. Tu te rends compte? 65 ans. C'est de l'actrice Katherine Jouston dont je vais vous parler. Elle est connue notamment pour son rôle dans la série que je connaissais pas avant, Desperate Housewives. J'ai pris mon meilleur accent anglais, et il est quand même éclaté. Mais revenons à son commencement, à comment elle en est arrivée là. Nous sommes en 1963, quand elle a 24 ans. Elle travaille dans un institut psychiatrique pour adolescents quand un événement va chambouler sa vie. Un jour, elle est appelée au chevet de sa mère mourante, qui, avant de pousser son dernier soupir, lui parle de tous ses regrets et de tout ce qu'elle n'a pas pu accomplir dans sa vie. Catherine se promet alors de réaliser son plus grand rêve, devenir actrice. Mais le temps passe et ses espoirs sont compromis. Entre-temps, elle a 2 petits garçons et est mariée à un psychiatre qui tombe dans l'alcoolisme peu à peu. À 41 ans, soit quelques dizaines d'années plus tard, elle réussit enfin à divorcer de son mari et entame une nouvelle vie plus heureuse. Car enfin, elle peut se concentrer à 100% sur sa carrière d'actrice. Elle prend tout de suite des cours dans une école de théâtre et alterne entre le jour s'occuper de sa famille et faire de petits boulots, et la nuit jouer sur scène et s'entraîner pour réaliser son rêve. À 52 ans, elle réussit à passer une étape quand elle entre enfin dans la troupe de Disney World à Orlando, où elle participe aux différents défilés. C'est déjà un bon début dans sa carrière. Bon, après quelques années plus tard, c'est là que commencent les choses sérieuses. Elle décide de s'installer à Hollywood, prenant avec elle ses enfants, où, sans argent, sans aucun contact, réussit en 5 mois à devenir actrice professionnelle en obtenant 2 lignes dans la sitcom La vie de famille. Dès que t'as des lignes dans une série ou dans n'importe quoi, tu deviens professionnel. Donc elle était professionnelle, voilà, avec 2 lignes. Et si vous vous demandez ce que c'est une sitcom, c'est tout simplement une comédie de situation qui se passe dans un unique lieu. À côté de ça, elle enchaîne les petits rôles dans le cinéma, en tournant par exemple dans des téléfilms ou dans des petits spots publicitaires, en passant par les séries télé. Comme par exemple la comédie Murphy Brown ou dans X-Files, tout simplement. Au bout d'un moment, elle a réussi à obtenir un premier rôle. Là, trop bien pour elle, c'est la fête. Si vous connaissez quelqu'un qui a fait ça dans sa vie, dites-le moi parce que c'est la goutte. Vraiment, il n'y a pas mieux. Son premier rôle, elle a réussi à l'obtenir dans Dharma et Greg, une autre sitcom. Maintenant, vous savez ce que c'est. Elle n'était pas prête à s'arrêter là, Catherine, car ensuite, elle réussit à avoir un rôle dans une encore plus grande série, à la Maison Blanche, le rôle de Dolores Landingham. Bon, je prononce pas très bien les noms, mais vous la retrouverez si vous êtes fan de la série. Et elle s'y fit remarquer, pour tout de suite enchaîner quand elle avait 63 ans en 2002, dans la mythique série General Hospital d'ABC. Et elle enchaîna d'autres rôles jusqu'à finalement à 65 ans, après tant de péripéties dans sa carrière et dans sa vie, à participer encore pour l'ABC à une série peu prometteuse du nom de Desperate Housewives, en ayant pour personnage Karen McCorsley. Et contrairement à toutes les attentes, la série, boum, elle explosa. Son personnage, malgré qu'il n'était pas le principal, était parmi les plus appréciés de la série. Tellement apprécié que l'ABC alla la voir et lui proposa une série centrée sur son personnage. Et j'aime pas quand ça finit mal, mais malheureusement, elle eut la reprise d'un cancer qui l'empêcha premièrement d'accepter son rôle dans ce remake,
mais aussi la fille succombée le 2 juin 2012. Bon, j'avoue que j'y suis allé un peu brusquement et que je vous ai pas prévenu. Faut savoir qu'elle a réussi de son vivant à faire ce qu'elle voulait, donc elle a réussi sa vie. Et on peut pas dire le contraire, car en plus, elle a eu un rôle dans Grey's Anatomy. Voilà, elle a pété le game. Bon, maintenant on peut passer à la deuxième histoire où, promis, le personnage ne meurt pas à la fin. Pour cette deuxième histoire, on va parler de quelqu'un que vous connaissez sûrement. Bonjour, alors voici un bac à verre. Ça, c'est nos meilleurs amis. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Ludovic Franceschott, mais il est plus connu sur TikTok sous le nom de Ludovic FF. Il a 290 000 followers. Frérot, le jour où j'aurai autant de followers, eh ben je serai bien content. Voilà, donc c'est pas une invitation pour te follow, mais frérot, bon, il est éboueur. Là, j'avoue que peut-être que vous vous êtes dit, frérot, pourquoi tu nous parles de lui dans une vidéo sur la réussite? Mais je l'ai dit, réussir, c'est faire ce que tu veux dans la vie. Et lui, ce qu'il voulait faire depuis tout petit, c'était éboueur. Alors pour voir comment il en est arrivé là, il faut revenir en arrière quand il avait 20 ans et qu'il faisait partie du régiment des chasseurs alpins. Pour résumer, c'est des militaires, spécialistes en montagne, voilà, des mecs et des meufs badass, pour résumer un peu quoi. Mais pas badass partout, puisque son supérieur l'a convoqué dans son bureau pour lui dire qu'il était viré à cause de son homosexualité. Ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui malheureusement, parce qu'il a passé les 10 années d'après dans la rue, entre Valence et Paris. C'était un véritable enfer qu'il a vécu. En fait, les seuls moments de réconfort sur 10 ans qu'il avait, c'était quand il trouvait des foyers sociaux, ou même des fois que s'il avait de la chance, il pouvait aller dans un petit hôtel payé par la municipalité. Mais en fait, la plupart du temps, il était sur les trottoirs ou en train de squatter la gare du Nord. Au bout d'un moment, il a réussi à trouver quelques petits boulots qu'il enchaînait, et un jour, alors qu'il rendait visite à sa voisine, ils ont discuté un peu de son travail et tout. Sa voisine, elle lui a dit mot pour mot, mais frérot, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu fais 8 heures par jour de transport alors que à quelques minutes de chez toi, la ville de Paris, elle embauche des éboueurs? Elle lui a dit ça mot pour mot. C'est certifié par la Hesse. Donc, lui qui voulait faire ça depuis tout petit, il a sauté sur l'occasion. Il est allé passer le concours, il a réussi facile, et maintenant il enchaîne sur différents postes à différents endroits de Paris, et voilà, il est très heureux dans sa vie. Aujourd'hui, il est nommé le plus visible des invisibles, grâce à TikTok, qui lui donne une visibilité énorme. Il a même écrit un livre autobiographique. On peut dire donc qu'il a réussi sa vie, car il a réussi à faire ce qu'il voulait depuis tout petit, rendre les rues plus propres chaque jour. Vite fait, avant que je passe à la troisième histoire, dites-moi en commentaire, pour un volume 2, quelle personne je devrais prendre et qui vous voudriez voir dedans. Pour cette grande et troisième histoire, je vais vous parler de quelqu'un de connu, mais d'inconnu à la fois. Là, vous vous dites, c'est pas possible. Voici, regardez. On est en 1925, dans une famille de boulangers, où le petit Michel Ferrero vient de naître. Son père, Pietro Ferrero, qui a une petite fabrique de chocolat. Il a pour Michel un destin tout tracé. Il veut lui transmettre la passion du chocolat pour plus tard lui donner sa fabrique. Donc pendant son enfance, Michel Ferrero est tout bonnement bercé par cette culture du chocolat. Et quelques années plus tard, en 1946, quand il a 21 ans, il décide de fonder sa propre entreprise indépendamment de celle de son père. Mais Pietro, son père, continue tout de même de faire des nouvelles fabrications avec lui, comme par exemple un best-seller de Ferrero, le Ghianjujo, moins connu aujourd'hui j'avoue. Entre-temps, son père qui avait commencé à développer avec lui les plus grands succès de la marque Ferrero est malheureusement décédé en 1949. Alors que 5 ans plus tard, leur plus grosse création, le Nutella que vous connaissez bien sûr, a vu le jour. Ça les a fait stonks, mais frérot. Le Nutella, ça rapporte à Ferrero un chiffre d'affaires de 2 milliards par an. Et par jour, il y a 3 millions de pots qui sont fabriqués. Après Michel, le petit Mich là, il se sentait plus. Il nous a lâché les bombes atomiques du siècle. Le Kinder Chocolate en 1968. Bon, lui, on en mange un peu moins maintenant. Après, il y a eu le Tic Tac en 1969. Je savais même pas si c'était de Ferrero. Ça se trouve que parmi vous, il y a aussi des gens qui viennent de l'apprendre. Ou ça se trouve que je suis le seul mec qui sait pas que Tic Tac c'est de Ferrero, les gens qui font les Kinder. Dont le Kinder Surprise qui est sorti quelques années plus tard, en 1974. Qui, si vous ne le savez pas, à cause d'un risque d'étouffement, est interdit aux États-Unis et a été remplacé par le Kinder Joy, sorti la même année. Mais aussi en 1982, les Ferrero Rocher, voilà, les chocolats un peu luxe que vous achetez pour Noël et pour plein de moments. Je peux aussi vous citer d'autres grands noms que vous connaissez forcément. Par exemple les Chocobons, les Raffaello, les Mon Chéri, les Kinder Country. Voilà.
À ses derniers instants, Michel Ferrero, il pesait 20 big milliards. Oui, à ses derniers instants parce qu'il est décédé. J'ai juste dit que c'était la deuxième histoire où il décédait pas à la fin, là. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, volume 2 dans quelques mois. Si vous faites le tour de la chaîne et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous plaît. Et sur ce, ciao! Oui, j'ai terminé.